Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard et de l'Hérault. Dans les titres, aujourd'hui, la déception d'Hélène Mandroux. Le maire de Montpellier déplore la multiplication des candidatures à sa succession à gauche et regrette les attaques venant de son propre camp. Le temps monte à l'Opéra et l'Orchestre de Montpellier. À l'approche du conseil d'administration, l'intersyndicale réclame une nouvelle fois le départ de son directeur, Jean-Paul Scarpita. Et puis en fin de journal, nous irons à la rencontre de Mathieu Pinchina. L'artiste montpelliérain est l'un des personnages de Panorama. La création de Philippe Découfflet est à voir au Quorum dès ce soir. À gauche, les candidatures se multiplient à la mairie de Montpellier. Après les déclarations officielles de Jean-Pierre Moore et Philippe Sorel ces 2 dernières semaines, Hélène Mandroux réagit pour la première fois aujourd'hui sur TV Sud et dénonce notamment l'attitude du président de l'agglomération de Montpellier qui s'attaque à son propre camp. Hélène Mandroux qui regrette ouvertement cette candidature à l'investiture PS pour les prochaines municipales. Écoutez. Vous regrettez sa candidature, la candidature du président de l'agglo? Oui. Un jour, quelqu'un m'a demandé combien d'habitants à Cournon-Sec. J'ai dit 2000. Excusez-moi, Montpellier, c'est 260 000 habitants. Donc aujourd'hui, je pense que je ne comprends pas, surtout, on peut comprendre l'ambition des hommes et des femmes. C'est logique, c'est logique. Chaque individu a le droit d'avoir de l'ambition. Ça, oui. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils puissent attaquer... Je serai à droite, je serai un maire de droite, j'ai l'impression que j'aurai exactement les mêmes attaques. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça, je ne l'accepte pas. Lors de son discours de candidat, pour le coup, il s'attaque directement à votre bilan. Il dit « Cette ville souffre, ça me désespère, je ne la reconnais pas ». Je comprends qu'ils ne la reconnaissent pas puisqu'il n'y a jamais vécu. Donc moi, personnellement, si j'allais à Cournon-Sec, certainement que je dirais que je ne reconnais pas Cournon-Sec, vu que j'ai jamais vu Cournon-Sec, je l'ai vu en traversant. Donc la première chose. Deuxième chose, quand il ose dire que Montpellier va mal, je voudrais vous rappeler, Montpellier, 8e ville de France. Montpellier a été cité par le New York Times. Montpellier, aujourd'hui, est une des villes, avec Toulouse, qui connaît la plus forte croissance démographique. C'est une ville qui attire, qui est une ville qui est en plein dynamisme. Alors, dire que Montpellier est en léthargie, je crois que je souhaite réellement que toutes les villes de France soient en léthargie comme Montpellier. Moi, je n'oublie pas que mon adversaire, ce sera le candidat de droite. Voilà. Donc, attention. Hélène Mandroux qui est l'invitée d'Olivier Roiran juste après ce journal dans notre édition spéciale. Toujours à gauche, André Vézinet pourrait bien être le 4e socialiste à briguer la mairie de Montpellier. Une candidature sous condition. Le président du conseil général de l'Hérault confirme son intérêt pour la ville aujourd'hui et assure qu'il sera sur les rangs si le PS décide de faire participer les Montpelliérains au choix du candidat socialiste à l'élection municipale. Écoutez. S'il y a des primaires citoyennes qui soient décidées par mon parti, le Parti socialiste auquel j'appartiens et auquel je dois toute la trajectoire politique qui a été la mienne, s'il décidait des primaires citoyennes, alors probablement je serais candidat, parce que ça serait une manière d'interroger les Montpelliéraines et les Montpelliérains pour savoir quel est pour elles et pour eux le meilleur candidat. Il faut se donner toutes les chances de trouver le meilleur candidat. Je n'ai pas dit que je l'étais. J'ai dit seulement qu'à ce moment-là, je pouvais être candidat devant des primaires citoyennes. Ce qui n'implique pas qu'aujourd'hui, je déclare ma candidature à la ville de Montpellier, aux élections municipales de Montpellier. C'est clair. La neige et le verglas perturbent toujours le trafic aérien à l'aéroport de Montpellier. Aujourd'hui, au moins 5 vols à destination ou au départ de Paris sont annulés et 2 liaisons entre Fréjorgues et Lyon. L'aéroport recommande aux passagers de se rapprocher de leur compagnie aérienne. Et ce soir, une quinzaine de départements du Nord et de la région parisienne sont encore en alerte orange. En Languedoc-Roussillon, l'Aude et les Pyrénées-Orientales sont également placés en vigilance orange en raison de la tramontane violente attendue cette nuit. Sur les rails aussi, la circulation était très perturbée ce matin avec de nombreux retards sur les liaisons entre Nîmes et Montpellier et entre Carcassonne et Lézignan en cause des vols de câbles qui sont intervenus sur ces lignes dans la nuit. En tout, une quarantaine de câbles de cuivre ont été sectionnés. Ce soir, la SNCF a sensibilisé ses usagers à ces vols récurrents sur le réseau, des usagers qui n'hésitent pas à exprimer leur ras-le-bol. Écoutez.
C'est vrai que les installations sont fragiles, sont fragiles au sens où elles sont accessibles. On n'a malheureusement pas de caméras qui surveillent l'ensemble du réseau ferré français. Donc effectivement, c'est assez facile. Et le cuivre est actuellement très haut sur le marché. Donc il a une valeur marchande très importante. Ce qui fait que c'est vraiment la cible de voleurs, de réseau de voleurs. Ce matin, heureusement que j'ai pris le train plus tôt que prévu. Donc le train il s'est arrêté entre Nîmes et Montpellier. Et là, je viens juste de voir la feuille. J'ai vu qu'il y a eu des vols de câbles électriques. Voilà, franchement, ça se fait pas. Je comprends pas parce que comment ça se fait qu'il y ait des câbles qui réussissent à être volés pendant la nuit. Enfin, je sais pas, il devrait y avoir quelque chose ou qui doivent être mieux protégés pour pas qu'on les vole, quelque chose comme ça, mais qu'on puisse faire que ça se reproduise pas en fait. Parce qu'après nous, on arrive en retard et après il y a des conséquences plus graves pour d'autres. De nouvelles dissonances se font entendre à l'Opéra et à l'Orchestre de Montpellier. Un malaise qui couve depuis plusieurs mois. En juin dernier, techniciens, musiciens et personnels administratifs avaient adopté à plus de 80% des votants une motion de défiance à l'encontre du directeur Jean-Paul Scarpita. Aujourd'hui, à l'approche du prochain conseil d'administration, les salariés se mobilisent à nouveau. Les détails, Christian Bonnardel. Rien ne va plus à l'Opéra et Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon. Depuis de longs mois, les syndicats reprochent à son directeur Jean-Paul Scarpita une gouvernance catastrophique et surtout l'accusent de harcèlement moral envers les salariés. L'inspection du travail a été claire. On m'a lavé de cette accusation de harcèlement moral. Il y a 7 personnes qui vont aujourd'hui au prud'homme et qui m'accusent de harcèlement moral. On verra bien ce que donne le prud'homme. Autre reproche de taille des syndicats, le choix des chefs et des chanteurs invités. Selon eux, ils ont coûté très cher pour finalement être remerciés pour incompétence. Il y a des chanteurs qui arrivent qui ne sont pas en forme. C'est pour ça qu'il y a des clauses dans les contrats des chanteurs qui, au bout de 5 jours, s'ils ne s'adaptent pas, et au chef d'orchestre et à la production, on les remercie et on les remplace. Remplacer, c'est justement l'exigence des syndicats qui demandent le départ de leur directeur. Je vais vous dire très simplement là-dessus qu'on ne m'imposera pas un départ. C'est moi qui m'imposerai un départ. L'intersyndicale semble décidée à ne pas fléchir face à la gouvernance Scarpita et attend beaucoup du conseil d'administration prévu initialement le 15 mars, mais reporté à une date ultérieure en raison de la visite du ministre des Transports. Nous avons des preuves sur ce que nous avançons et nous voudrions pouvoir les montrer. Nous attendons que les tutelles prennent leurs responsabilités d'hommes politiques face à une institution à laquelle les Montpelliérains et les gens de la région tiennent beaucoup. S'ils n'obtiennent pas satisfaction, les syndicats annoncent un préavis de grève pour le concert du Roi X à Montpellier et à Paris. Des représentations prévues les 23 et 25 mars prochains. Une cinquantaine de parents d'élèves et d'enseignants a manifesté devant le rectorat à Montpellier ce midi pour dénoncer les fermetures de classes dans le quartier Gambetta-Clémenceau. Ils ont organisé une sardinade pour dénoncer l'entassement des élèves, jusqu'à 35 par classe en primaire. C'est la répartition des effectifs qui est remise en question. Écoutez. On s'est vraiment retroussé les manches, on a vraiment tout mis en œuvre pour que ça se passe bien. Et maintenant que le climat est apaisé, on nous supprime une classe. Donc c'est vrai que c'est pas très bien vécu de la part des enseignants. Le problème est plus vaste, c'est un problème de répartition des enfants dans les différentes écoles du quartier qu'il faut absolument solutionner. Et on a besoin de toutes les écoles dans le quartier parce qu'on a un quartier où il y a beaucoup de jeunes parents avec de plus en plus d'enfants scolarisés chaque année. Et fermer des classes est certainement pas une solution. On veut vraiment insister sur les conséquences que ça peut avoir sur une école et insister surtout les parents à continuer à se battre pour l'école comme on le fait là maintenant, même si effectivement il n'y a eu aucune décision de prise suite à la réunion que l'on vient de faire, on continuera également. Le rendez-vous de la formation et de l'emploi, c'est demain et vendredi à Montpellier. Le salon TAF se tient au parc des expositions. L'an dernier, près de 2000 entreprises avaient proposé 20 000 offres d'emploi. Et TV Sud est présent cette année sur cette 6e édition. Retrouvez dès demain à 18h30 les aléas du direct au salon TAF de Montpellier. La transmission d'entreprise au cœur de la 4e édition de Transmissible anime un salon régional qui réunit les futurs cédants et les candidats à l'acquisition pour échanger sur les problèmes concrets que pose la transmission d'entreprise. Un exemple à Nîmes avec Adrien Machado et Charles Arrigoni. Delphine Campos est propriétaire d'une petite épicerie dans le quartier nîmois de la Croix de Fer depuis bientôt 1 an. Plutôt que de créer son entreprise, cette ancienne salariée s'est appuyée sur la Chambre des commerces et de l'industrie pour concrétiser un projet de reprise d'entreprise.
Je voulais pas du tout, mais pas du tout de création. Je trouve que c'est un peu plus compliqué. L'avantage d'une reprise, c'est que bon, vous avez quand même déjà la clientèle, les gens sont quand même déjà habitués au magasin. Les choses ont été entre guillemets simplifiées. Parce que moi, je savais pas où faire un business plan, je connaissais pas de comptable. Enfin, je veux dire, bon, je savais pas quoi. Et c'est vrai qu'ils m'ont vraiment orientée. Au niveau régional, 18 000 entreprises seraient à céder dans les 5 prochaines années, ce qui représenterait environ 80 000 emplois. La reprise d'entreprise serait donc une alternative intéressante dans le contexte économique actuel. Le repreneur, certes avec un investissement qui est peut-être parfois plus important que celui d'une création, a l'avantage d'avoir un portefeuille client, d'avoir des moyens humains et matériels à sa disposition quand il reprend l'entreprise, ce qui est en termes de pérennité souvent un point tout à fait important. Un processus de reprise que la CCI encourage depuis 2005 avec l'organisation de Transmissible, le salon régional de la transmission d'entreprises. Lors de l'édition précédente en 2011, 600 visiteurs avaient franchi les portes du salon et 227 sessions d'entreprise avaient été concrétisées. La 4e édition du salon Transmissible qui se tient le 21 mars prochain au Novotel Atria de Nîmes. En mode sport à présent avec les handballeurs appelés en équipe de France pour les matchs de qualification de l'Euro du 1er au 7 avril prochain. Les Montpelliérains William Acambré et Mathieu Gréby sont sur la liste de Gérard Onesta. Michael Guigou, lui, est forfait sur blessure. À noter aussi la présence parmi les Bleus des ex-joueurs du MAHB Samuel Onrubia et Nicolas Karabatic. Et puis en Coupe de France de basket féminin cette fois-ci, les oppositions des demi-finales ont été tirées au sort ce matin. Les basketteuses de Latte affronteront Lyon le 27 mars prochain. Dans le Gard, les touristes pourront désormais s'orienter en souriant. Le comité du tourisme a confié à Eddy Ponce la création d'une nouvelle carte du département pour apporter un regard décalé sur le patrimoine touristique. L'illustrateur, bien connu pour ses dessins sur le Mont Taurin, a pris un malin plaisir à détailler son département avec humour. Il y avait un cahier des charges à respecter au niveau des endroits ou des lieux, patrimoniaux ou de la gastronomie qui devaient y être. En revanche, j'ai eu totalement carte blanche pour interpréter. Je ne l'ai pas fait d'un coup. Je l'ai fait à mesure, avec l'angoisse, comme c'est une pièce unique, l'original, au dernier moment, toujours l'angoisse de rater un truc, de verser de l'encre là où il fallait pas. Donc oui, le travail a duré, disons, s'est étendu sur plusieurs mois, parce que voilà, il y a eu beaucoup d'allers-retours pour être sûr de rien oublier, quoi. Et pour terminer ce journal, je vous propose de découvrir un grand artiste montpelliérain par la taille, mais pas seulement. Mathieu Pinchina fait ses débuts dans les cafés-théâtres de la ville, mais ce soir, c'est sur la scène du Quorum qui fait le show. Il fait partie de la troupe de Philippe Découfflé qui joue sa création Panorama à travers la France. Mouadel Kabi l'a rencontré. Retour de l'enfant prodigue à Montpellier. Que ça te fait quoi du coup de venir jouer devant le public montpelliérain, toi qui as commencé ici à Montpellier? Ça me fait plaisir évidemment de revenir jouer à Montpellier avec ce spectacle-là particulièrement parce que c'est un spectacle dans lequel je m'éclate profondément et qui est dans la droite lignée de ce que j'ai toujours aimé faire. Et en plus pas n'importe où parce qu'on joue au Quorum et que c'est juste la plus grosse salle de Montpellier. Donc c'est là aussi où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que il m'a fait confiance pour tous mes interludes et je me suis inspiré pour certains passages de ce que faisait Christophe Salingro, dont je reprends plus ou moins la partition, qui est le président de Groland, donc c'est quand même pas n'importe qui. Et mais il m'a laissé très libre aussi et c'est là où je suis très fier, c'est qu'il y a plein de numéros que j'ai écrit à 90%. Après, lui, il m'a fait les retours, il m'a aidé à les améliorer, à les rendre encore plus spectaculaires, à bien les intégrer dans le spectacle. Mais c'est des créations personnelles aussi qui rentrent dans l'univers de Philippe. Donc c'est vraiment, pour moi, hyper agréable de pouvoir de me rendre compte que je vais jouer au Quorum, mais bon, j'ai pu jouer à Paris, voilà, avec mes conneries que je faisais il y a 10 ans quand j'ai commencé le théâtre. C'est la même énergie et ça fait marrer autant de gens et c'est cool. Panorama, une rétrospective de Philippe Découfflé à voir ce soir, demain et vendredi à l'Opéra Berlioz de Montpellier. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain 12h30 pour le journal de la mi-journée et à 19h30 retrouvez le journal complet de la rédaction. Dans quelques instants, ne manquez pas l'édition spéciale avec Hélène Mandroux. Une interview menée par Olivier Roiran. Passez une excellente soirée sur TV Sud.